Si tu as déjà vécu en France, appris le français ou simplement interagi avec des Français, c'est probable que tu aies déjà eu ce petit moment de confusion. Quelque chose te paraît étrange, difficile à comprendre ou différent de ce à quoi tu es habitué. Dans cet épisode, on va explorer justement ces petits malentendus culturels, pas pour comparer les cultures ou dire qu'il y en a une meilleure que l'autre, mais pour essayer de comprendre ce qui se passe avec les Français. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. L'un des plus grands malentendus que tu as peut-être encore à propos des Français, je dis bien peut-être, c'est qu'ils seraient impolis ou froids. Bon, en réalité, ce n'est pas de la rudesse en général, mais un système de codes sociaux très précis, simplement rarement expliqué. En France, par exemple, lorsque tu entres dans une boutique, la première chose que tu es censé dire n'est pas ce que tu demandes directement, mais, tu le sais, c'est bonjour. Ce mot n'est pas un simple détail ou une formalité optionnelle. C'est la porte d'entrée de toute interaction humaine. Sans lui, l'échange peut sembler incomplet, voire inconfortable. C'est souvent là que naissent les malentendus. Ce que tu peux penser être une rigidité ou une exigence inutile est, pour un Français, une forme de respect de base. De mon côté, en tant que Français vivant en Espagne, j'ai aussi découvert ce décalage dans l'autre sens. Par exemple, dans mon immeuble, il arrive que certaines personnes ne disent pas forcément bonjour dans les espaces communs. Ouais, parfois je sens que je suis toujours le premier à dire bonjour. Bon, je tiens à préciser que ce n'est absolument pas une critique. Il ne s'agit pas de juger qui que ce soit, mais simplement d'observer des différences culturelles. Au début, ça peut surprendre quand tu viens d'un contexte où le salut, le bonjour est presque automatique. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'est pas un manque de respect de la part de ces personnes. Je crois qu'ils sont distraits, en fait. Bon, c'est ma conclusion optimiste. En France, c'est la même chose pour dire au revoir. La dernière fois que j'étais au restaurant en France, je me suis rendu compte que j'étais surpris de la manière comment les Français disent au revoir aux serveurs quand ils sont en groupe. Ils remercient, ils commentent la qualité du repas, la qualité du service. Ils souhaitent une bonne journée. Ils disent qu'ils espèrent les revoir bientôt. Ils ouvrent la porte pour sortir. Et ils remercient encore. Ça m'a fait rire comme si c'était la première fois que je voyais ça. En fait, sur le moment, je ne me rappelais plus comment c'était. C'est pour ça que ça m'a surpris. Mais je suis sûr qu'à d'autres moments, je suis bien capable de le faire comme le font les Français. Un autre élément que tu ne comprends peut-être pas tout de suite sur les Français, c'est leur rapport au temps et à la vie quotidienne. Pour beaucoup d'anglophones, notamment ceux qui viennent de cultures très orientées vers l'efficacité, la France peut sembler parfois lente, rigide ou même un peu compliquée. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'inefficacité. C'est simplement une autre hiérarchie des priorités. Par exemple, le déjeuner en France est souvent bien qu'une simple pause rapide. La dernière fois,
un de mes élèves faisait une randonnée dans les Vosges, en France, avec un groupe de Français. Ils avaient du retard dès le matin, et les conditions climatiques semblaient se dégrader. Le guide disait qu'il y allait avoir du vent et de la neige dans l'après-midi. Et puis, vient l'heure de la pause casse-croûte. Ah, le casse-croûte, c'est un autre mot pour le sandwich, en français. Donc, même avec toutes ces contraintes, la pause déjeuner a duré 1 heure et demie, comme prévu. Les Français ne veulent pas stresser les autres quand ils considèrent que c'est un moment de détente. Et même dans un contexte professionnel, la pause déjeuner peut durer 1 heure, parfois 1 heure et demie, même les premiers jours de travail. On s'assoit, on mange, on prend le temps de discuter. Là où, dans d'autres cultures, on peut manger devant son ordinateur ou en 10 minutes, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde. En France, le repas garde encore une dimension sociale et presque rituelle. On le voit aussi dans les horaires et le rythme en général. Beaucoup de commerces ferment à l'heure du déjeuner ou en fin de journée assez tôt, ce qui peut surprendre au début. Tu peux avoir l'impression que ce n'est pas pratique. Mais bon, en réalité, ça montre qu'on accepte de couper la journée pour préserver des temps de pause réels qu'on considère essentiels pour être productif. Un autre exemple très concret, les vacances. En France, elles ne sont pas seulement vues comme un bonus, mais comme une partie essentielle de l'équilibre de vie. L'idée de prendre plusieurs semaines d'affilée pour vraiment décrocher fait pleinement partie de la culture. Les vacances sont appelées aussi les congés. En général, certains patrons sont très occupés et ils n'ont pas le temps de savoir qui, dans leur équipe, et quand ils vont prendre leur congé pour partir en vacances. Du coup, parfois, c'est le patron ou le manager qui pose cette question à son employé. Est-ce que tu as pris tes congés? En fait, on considère qu'au mois d'août, pratiquement personne ne va venir travailler au bureau. Alors, on ne demande pas à notre manager. C'est lui qui va nous poser la question, souvent. Le point important ici, ce n'est pas de dire qu'un système est meilleur que l'autre, c'est de comprendre que le temps n'est pas vécu de la même manière. Dans certains contextes, le temps est surtout une ressource à optimiser. Dans d'autres, comme en France, c'est vu comme un moment de pause, de transition et de moments qui ont leur propre valeur. Et c'est souvent là que naît le malentendu. Ce qui ressemble à de la lenteur ou à un manque d'efficacité est en réalité une autre façon de donner de l'importance à la qualité des moments du quotidien. Mais c'est vrai que beaucoup pensent que les Français sont assez lents. Lents à répondre, lents à décider, lents dans les démarches ou même dans les interactions du quotidien. Mais en réalité, ce n'est pas exactement une question de lenteur. Encore une fois, c'est plutôt une question de rythme et de priorité dans les étapes. Là où certaines cultures privilégient la vitesse d'exécution, la France privilégie souvent la précision du processus. Ce n'est pas aller lentement, c'est ne pas sauter d'étape. Dans la conversation aussi, il y a parfois cette impression. Les Français peuvent prendre plus de temps pour formuler une réponse, non pas parce qu'ils hésitent, mais parce qu'ils cherchent souvent à être précis, nuancés, ou à éviter une réponse trop simpliste. Et être trop simple en français, ce n'est pas quelque chose qu'on recherche en général. Une phrase peut être légèrement plus construite, plus contextualisée, avant d'arriver à l'idée principale. C'est pour ça que ce n'est pas bon de couper la parole aux Français. Ce que certains perçoivent donc comme de la lenteur est souvent en réalité une absence de précipitation. Il y a moins de pression pour aller immédiatement au résultat et plus d'importance accordée aux étapes et à la qualité de ce qui est fait ou dit.
C'est pour ça que beaucoup pensent que les réunions au travail en France sont trop longues. Et du coup, on est peut-être plus précis que d'autres cultures. Bon, déjà, c'est certainement lié à notre langue, mais donc ça se voit aussi dans les interactions. En France, une réponse trop vague peut parfois être perçue comme insuffisante, voire un peu frustrante. Ce n'est pas parce que les gens sont difficiles ou compliqués, mais parce qu'il existe une attente implicite. En fait, on considère qu'une information doit être suffisamment cadrée et structurée pour être utile. Par exemple, si tu demandes le chemin à quelqu'un dans la rue, How far is it en anglais? J'imagine que tu peux t'attendre à des réponses comme Not far ou About 10 minutes. Mais en France, tu vas très certainement obtenir une réponse plus précise. 10-12 minutes en voiture, je pense 25-30 à pied. C'est à environ 7 km. Et ensuite, c'est parti. Ils sortent leur Google Maps et te montrent comment ça marche. L'idée n'est pas de corriger ici, mais de rendre l'information plus exploitable. Là où certaines cultures acceptent une zone floue, la culture française a tendance à vouloir la réduire très rapidement. Ce n'est pas de l'insistance, mais une recherche de cadrage clair pour éviter les malentendus. Donc, ce n'est pas que les Français refusent l'approximation par principe, mais ils la trouvent souvent moins satisfaisante dans les échanges du quotidien. Une information est considérée comme vraiment utile quand elle est suffisamment précise pour être utilisée sans interprétation supplémentaire. Quand on veut être précis, on a aussi tendance à répondre « oui, mais… ». Par exemple, imagine une conversation très banale. Tu dis « It's nice weather today ». Et la réaction possible en France « oui, mais c'est assez inhabituel pour la saison ». Ou alors « oui, mais il fait plus chaud que la moyenne pour un mois de mai ». Tu vois, on a cette tendance à rajouter de l'information. C'est très intéressant, parce que beaucoup peuvent penser qu'il y a une volonté de corriger pour corriger. En fait, c'est un réflexe très courant. Contextualiser, préciser, nuancer immédiatement ce qui vient d'être dit. Donc ce qui peut être perçu comme de l'interruption, de la correction ou une forme de rigidité est en réalité une manière de construire une conversation plus précise, plus détaillée et souvent plus nuancée. Voilà, si vous avez été surpris par certaines choses de cet épisode, dites-moi en commentaire vos réactions, ce serait intéressant de vous lire. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager, ça m'aidera énormément et aussi, vous pouvez le partager aux personnes qui souhaitent en savoir plus sur ma langue et ma culture. Et si vous souhaitez pratiquer votre français avec moi, ou que vous connaissez quelqu'un qui souhaite le faire, vous le savez, vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour apprendre à me connaître. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Et pour terminer, n'oubliez pas, ce qui nous énerve chez les autres peut nous aider à mieux nous comprendre. À la semaine prochaine les amis. Ciao.